Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast où on explore les meilleures pratiques de gestion de projet, de leadership. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, c'est Sébastien Bruno-Durand. Il est préparateur mental, éducateur et créateur du podcast Parlons de votre mental. J'ai vraiment tenu à inviter Sébastien parce que je suis ses épisodes vraiment et j'écoute tous ses invités. Et pour moi, c'est vraiment important pour la communauté des chefs de projet, managers, pour toute personne d'ailleurs qui entame une carrière, qui travaille, de vraiment bien travailler son mental et pour pouvoir réussir et traverser les épreuves. Donc, Sébastien accompagne des personnes issues de divers horizons, des athlètes aux chefs d'entreprise. Il est également l'auteur d'un livre qui va sortir en début 2025, Cultivez votre mental pour aider les autres. Ce livre est en précommande, je vous le mettrai dans les liens de l'épisode. Donc, ici, dans cet épisode, nous allons explorer comment chacun, dans sa carrière, peut tirer parti de la préparation mentale et améliorer sa concentration, le stress et optimiser ses performances. Sébastien, merci beaucoup de te joindre à nous. Merci beaucoup pour ton invitation en tout cas sur ton média. Merci bien. C'est chouette de passer de l'autre côté. Franchement, moi, c'était vraiment une opportunité que je voulais depuis un certain temps parce que je pense que dans la carrière d'une personne, le mental est important et plus tôt on s'en rend compte et mieux on le travaille et mieux ce sera. Alors, le mental, je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ton parcours à nos auditeurs et puis jusqu'à justement la création de ce podcast et l'écriture de ton livre? Oui, bien sûr. Alors par quoi je commence? Alors moi, mon ADN, il vient plutôt de l'univers du sport au départ, puisque du coup j'ai fait mes classes plutôt du coup dans cet environnement-là et à travers une discipline qui est le tennis, qui est un sport individuel où la dimension mentale est une part importante de la performance, puisqu'on est tout seul sur le court de tennis. Et donc du coup, on peut être malmené par son mental si on le travaille pas. Bon, ça a été le cas quand j'étais un jeune joueur. Le tennis m'a beaucoup fait travailler sur moi, sur mes attitudes, mon comportement, mon self-control, sur voilà, plein d'éléments. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup. Préparateurs mentaux ou diverses personnes qui se sont un peu arraché les cheveux avec moi. Voilà, parce que j'étais très exigeant envers moi-même et très perfectionniste. Et du coup, ça fait pas forcément de très bon ménage parfois enfin voilà. Donc j'ai dû beaucoup travailler là-dessus. J'en ai fait mon métier après, puisque j'ai été entraîneur de tennis, et formateur aussi. J'ai travaillé en club, j'ai travaillé pour la Fédération française de tennis, j'ai travaillé pour moi, et puis à 6-7 ans maintenant, j'avais un peu fait le tour, et puis j'avais un peu besoin de prendre de l'air avec l'environnement du tennis, où j'ai été aussi directeur sportif de grosses associations avec du management, justement. Management de projet, mais aussi management humain, management de bénévoles. Donc en fait, comment dire, de personnes qui gravitaient autour des clubs et des projets. Et puis à 6-7 ans, j'ai décidé d'aller œuvrer un petit peu plutôt dans le monde du social et de la justice pour aider des jeunes qui sont à un instant T en difficulté avec le monde judiciaire par les faits qu'ils ont commis. Et voilà, ça fait quasiment 8 ans maintenant que je suis dans cet environnement-là.
c'est un environnement très fatigant où il Ah faut oui. avoir un gros mental aussi parce que ça épuise et ça nécessite des ressources énergétiques et mentales au quotidien. Et puis voilà, ce que je peux te dire. Le podcast, il est né tout simplement pendant le Covid. En fait, pendant le Covid, j'interagissais très régulièrement avec une collègue préparatrice mentale qui vit Mmh. du côté de Clermont-Ferrand. Et lors d'une discussion, je lui disais que j'allais créer un podcast. Et elle m'a dit, bah ouais, chouette, si tu veux, on le crée ensemble et tout. Donc moi, j'avais déjà bien avancé. Et puis du coup, on a co-créé un podcast, en tout cas le projet de le co-créer. Mmh. Et puis à la fin, quand on est arrivé sur le chemin de la fin là, du podcast, en fait, on s'est rendu compte que comme on vivait dans des endroits géographiques vraiment Mmh. différents, moi en Île-de-France, dans les Yvelines, et elle du côté de Clermont-Ferrand. Donc c'était un peu compliqué pour mener les interviews et tout ça. Donc en fait, je lui ai laissé le projet qu'on avait co-créé ensemble. Et puis je me suis mis à chercher, parce que je voulais vraiment créer un podcast, à chercher un autre sujet. Alors ce que je savais, c'est que je voulais parler de la dimension du mental, Oui. mais je savais pas comment. Parce qu'en plus j'avais le projet qu'on avait travaillé en tête, mais je voulais du coup pas faire la même chose. C'était pas intéressant de faire la même chose. Je voulais faire quelque chose de différent. Et puis j'ai eu une idée suite à la lecture. Je lis beaucoup les journaux et le monde du sport. Et suite à la défaite d'une équipe française, en fait, les journalistes se sont un petit peu, comment dire, défoulés sur l'athlète ou sur l'équipe. Et je me suis dit, c'est quand même dommage en fait que chaque fois que Mmh. qu'on a comment dire, des résultats qui sont pas à la hauteur des attentes médiatiques, qu'on s'acharne sur nos athlètes et qu'on dise Ouais. qu'ils sont pas de mental, que ci, que là, alors que moi qui viens de l'univers du sport, où j'ai passé un peu de temps aussi à l'INSEP, je sais que la dimension mentale, c'est quelque chose qu'on travaille et qu'on travaille depuis un petit moment, sauf que nous en France, en fait, on n'en parle pas, en fait, les athlètes n'en parlent pas Mmh. parce que souvent, c'est un peu tabou déjà d'en parler, un petit peu moins maintenant. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes, notamment pendant les jeux qui ont évoqué le fait qu'ils travaillaient leur préparation mentale. Mmh. Et tout ça pour dire que je me suis dit que j'allais aller un petit peu à contre-pied, c'est-à-dire aller interviewer des athlètes qu'on connaît pas forcément, mais qui ont des brillants Mmh. résultats en France. Donc là, je pense à Jimmy Vienno, tu vois, qui est sextuple champion du monde, Grégory Crozier, qui est champion du monde de free fly, c'est du parachutisme. Ouais. Enfin voilà, il y en a plein, hein, il y a plein d'athlètes dans le podcast qu'on connaît pas forcément et qui sont brillants, donc je voulais les mettre en lumière. Et puis je me suis dit que ça serait dommage en fait de se limiter qu'à l'univers du sport, parce que au gré des rencontres que j'ai eues, en tout cas dans mes différentes expériences, notamment dans les clubs de tennis où je rencontrais quand même beaucoup de monde qui venait d'univers professionnels très variés, Mmh. et dans le monde du management ou des chefs d'entreprise, enfin voilà, donc j'en ai côtoyé beaucoup. Et je me suis dit, en fait, ça serait dommage de le limiter. Du coup, je me suis dit, les chefs d'entreprise ou les managers, ils sont aussi confrontés aussi tous les jours à avoir un mental efficient pour être performant et puis être bien. Mais les artistes aussi, je me suis dit, les artistes Mmh. aussi, c'est important, quoi. Je veux dire, on a quand même beaucoup d'artistes qui ont été confrontés à des difficultés sur le plan psychologique, hein. On a quand même des artistes qui sont tombés dans la dépression, hein, tu vois, je pense à Kurt Cobain qui s'est suicidé ou d'autres, tu vois, Mmh. il y a. Oui, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, je vais l'ouvrir en fait à plein de personnalités différentes, plein de métiers différents, voilà, pour montrer que, voilà, chacun est différent, chacun peut avoir besoin d'habiletés mentales, qui lui sont propres et qu'il va adapter à ses activités professionnelles ou personnelles. Mmh. Et puis voilà, après l'aventure était partie, hein. Je veux dire, aujourd'hui, je crois que je l'ai créé en février 2021 ou mars 2021. Mmh. Donc ça fait un peu plus de 3 ans et j'ai interviewé 202 personnes à ce jour.
Voilà, ça fait du monde et puis c'est hyper intéressant. Ça permet aussi toi qui écoutes les podcasts aussi de rencontrer des personnalités Mm. très variées avec une cartographie du monde différente d'un invité à un autre, des pratiques aussi différentes pour être performant, pour se sentir bien. Donc chacun a ses méthodes et ça, je trouve ça bien. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on nous vend beaucoup de livres, de méthodes uniques Mm. qui pourraient correspondre à tout le monde pour nous faire aller mieux, mais on sait très bien que bah voilà, ça marche pas forcément. Donc il faut tester sur soi différentes méthodes, différentes manières de faire. Il faut se faire confiance à son intuition pour repérer ce qui nous fait du bien aussi, ça c'est important. Et puis après, bah, faire sa propre boîte à outils personnelle pour être bien au quotidien, quoi, tout simplement, hein. Et puis le projet du livre, il est venu de là aussi. Mm. L'objectif, il est double en fait. Il était de remettre en valeur les invités qui sont passés dans le podcast, capitaliser sur leur propre méthodo pour montrer que bon, bah, voilà, il n'y a pas une méthodo unique qui existe pour travailler son efficience ou son bien-être. Et j'avais envie d'aider une assos. Donc au début, j'ai cherché quelle assos je pouvais aider, tout ça. Et puis j'en avais déjà aidé une lors du premier podcaston qui s'appelait Les Petits Doudous. J'avais interviewé la présidente de cette association-là et puis je me suis dit que ce serait cool de les aider parce que ça touche les enfants qui sont aidés dans les hôpitaux et qui vont subir une chirurgie ou en tout cas quelque chose, Mm. ils vont passer sur le bloc et du coup cette association aide à diminuer leur stress, leur anxiété avant l'opération en leur offrant un doudou ou en proposant d'autres choses. Et puis voilà, je trouvais sympa de créer ce livre et puis de reverser mes droits pour que ça soit utile en fait. Mais c'est très intéressant. Merci beaucoup hein, de ton parcours. Il est très riche. J'ai beaucoup de remarques, bien sûr, tout au fil où tu m'as dit. Là, déjà commencé par ta carrière, par le tennis et le mental, la préparation mentale dans le tennis. Comment tu l'as vécu en tant que joueur, en tant que jusqu'à en tant que directeur sportif. Dans mon podcast, c'est intéressant. J'ai eu un autre invité qui était dans le tennis, Pascal Dumont. Donc, je trouve que vous avez justement, grâce à cette formation, on va dire, du tennis, du monde du tennis, des parcours assez atypiques et sincères et très très forts en fait. Et donc, je trouve ça important. Et puis, quand tu parlais des médias, c'est vrai que je pense aujourd'hui un bon sportif, il a besoin d'être préparé mentalement, sinon tout ce qu'il va subir dès qu'il va faire une contre-performance justement et tout ça. Donc, je pense que c'est important ce que tu as fait avec parlant de votre mental pour les sportifs, comme ça ils peuvent avoir des expériences d'autres sportifs et se dire bon ben il a aussi traversé ces épreuves, il y a pas que moi qui les ai traversées, je suis pas si nul que ça ou des choses comme ça parce que quand on arrive au bas de la vague, on se sent nul, on peut plus rien faire, on sait. Donc c'est bien de voir des gens qui ont réussi à passer au-delà de ces obstacles et comment ils sont sortis pour le mental et cet univers sportif, je pense qu'il est très important, hein. Moi, j'encourage vraiment, je pense que dans l'entrepreneuriat, dans les carrières, ceux qui ont des passés de sportifs de haut niveau, souvent, justement, ils arrivent à mieux gérer beaucoup d'obstacles de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Et je trouve que c'est vraiment important. On dit toujours le sport c'est bon pour le mental, pour l'équilibre, pour la santé. C'est tout à fait d'accord. Mais au-delà de ça, je pense que au niveau du mental, ceux qui ont fait du sport à haut niveau, ben nous, ceux qui n'en ont pas fait à haut niveau, on a beaucoup de choses justement à apprendre de ces sportifs-là pour nous-mêmes former notre mental un peu plus tard, hein, puisque vous, les sportifs, votre carrière, elle commence très tôt, hein, dès l'âge de 10 ans, 12 ans, vous commencez les compétitions, les matchs, tout ça. Bah, Mm. le sport, en fait, je dis souvent que c'est une école de la vie, hein. Donc, Mm. parce que tu es obligé de t'entraîner pour être performant, tu es confronté à des adversaires qui sont tous différents, alors dans le tennis, qui vont te proposer, en tout cas des problématiques différentes, parce que tu vas te retrouver en face de joueurs ou de joueuses avec des qualités ou ils vont te Mm. proposer des choses que tu n'aimes pas forcément, donc tu vas être obligé d'adapter ta stratégie, tu vas être obligé d'être patient, tu vas être obligé
parce qu'il faut un match de tennis, ça dure dans le temps. Donc en fait, tu travailles beaucoup de choses. Tu es obligé de travailler ta patience parce que tu vois, si tu tombes sur un joueur qui te propose quelque chose que t'aimes pas, bah, il faut rester concentré, il faut pas s'énerver. Mmh. Voilà, tu vois, tout ça, j'y ai été confronté. Ça va? Moi, j'étais pas très patient. J'avais envie de gagner les points vite. Les gens qui me proposaient des choses que j'aimais pas, bah, ça me rendait fou. Tu vois, donc Mmh. j'ai dû beaucoup travailler sur moi. Et puis après, en tant qu'entraîneur, ça a été très profitable puisque du coup, j'ai pu Mmh. capitaliser sur mes rencontres, mes expériences, pour aussi sensibiliser. Du coup, moi, enfin, dès le plus jeune âge, ce que j'appelle l'éducation mentale, Mmh. euh, dès les plus jeunes catégories, parce que c'est quelque chose que je trouvais important et qui fait partie des déterminants de la performance, Mmh. savoir Oui. travailler son mental comme un muscle, au même titre que travailler sa préparation physique, sa technique, ou être, comment dire, comprendre la stratégie du jeu, par exemple, aussi, tu vois, pour pouvoir Mmh. aussi bah, s'adapter à l'autre ou imposer sa stratégie, si tu peux le faire. Donc Mmh. c'est voilà. Donc après, on a des exemples dans le tennis, tu vois. On a Nadal, mais bon, même s'il il est un peu moins performant en ce moment, mais on a un Djokovic qui est voilà, qui parle souvent de sa préparation mentale. Mmh. En tout cas, il y en a d'autres. Et puis après, il y a plein de sportifs Mmh. voilà, Bah, oui. qui ont compris que l'optimisation de leurs habiletés mentales était essentielle à leur performance. Et c'est souvent ceux-là qui font la différence parce que à qualité physique égale, à qualité technique égale et à la compréhension du jeu de manière un peu similaire, parce qu'il fait la différence, bah, c'est souvent les capacités mentales de l'athlète. Bah, tu vois, moi, si je fais le parallèle avec ce que tu viens de me dire, moi, j'entends leadership, leadership, leadership. Voilà, dès très tôt, justement, vous maîtrisez ce leadership, vous allez prendre en compte bah, l'autre personne. Nous, en gestion de projet, on parle de partie prenante, mais toi, c'est ton adversaire. Ça peut être aussi bah, ce que tu entraînes et tout ça pour essayer d'adapter aussi ton entraînement à eux. Et puis c'est l'intelligence émotionnelle dont moi j'aime beaucoup parler, qui est très présente, et c'est comprendre ton adversaire, te comprendre toi déjà en tant que tennisman, mais aussi te comprendre ton adversaire, sa stratégie, pour pouvoir toi-même adapter ta stratégie à l'adversaire et puis gagner ton match. Donc moi, ce qui sonne chez moi, c'est leadership, intelligence émotionnelle, donc des choses que moi, par exemple, j'ai dû acquérir beaucoup plus tard dans ma carrière. C'est-à-dire, j'ai fini mes études, j'ai commencé ma première expérience, et puis c'est au bout de 5 ou 6 ans dans ma première expérience où j'ai commencé à cultiver toutes ces capacités. Et puis le mental, c'est encore plus tard d'ailleurs. Voilà. Donc, c'était très intéressant. Ensuite, j'ai vu, donc t'as vraiment arrêté il y a 6 ou 7 ans, et puis je vois que bah, c'était une quête de sens que tu as eue. C'était peut-être un projet voilà, qui était aligné avec tes valeurs, où tu as pu accompagner bah, justement des jeunes, voilà, des situations un peu plus compliquées, difficiles. Je trouve ça intéressant aussi bah, de se dire à un moment, bon, bah, j'ai fait le tour du tennis, j'ai apporté ce que je voulais. Maintenant, j'ai envie de faire ça, d'aider autrement. Et tu t'es lancé dans ce projet-là. Et je pense qu'à ce moment-là, tu as dû aussi te remarquer qu'il fallait aussi préparer beaucoup mentalement les personnes que tu accompagnes à ce moment-là. Bah, après, c'est un projet complètement différent. J'avais envie de me servir des valeurs du sport pour les intégrer dans un autre projet. Moi, du coup, j'avais fait 3, 4 postes, ou 5, je sais plus, de directeur sportif en Mmh. Île-de-France, des grosses associations où souvent, ben, en fait, tu remets en place des choses que tu fais, c'est-à-dire la première année, tu arrives, tu observes, Mmh. tu prends connaissance avec ton équipe, tu commences un peu à auditer et à voir un petit peu comment tu vas pouvoir ramener toi ta touche personnelle pour pouvoir bah, rendre la formation plus performante, je sais pas, mettre en place des programmes éducatifs pour les jeunes, les adultes, puis voilà, et Mmh. puis rendre ton club un petit peu attractif, parce qu'il faut le développer. L'objectif est d'attirer, enfin, de conserver
entre guillemets les adhérents qui sont en place, mais d'en attirer des nouveaux parce que on va dire que ton club va faire un bon travail sur le plan de l'enseignement et que les gens ils sont contents. Voilà, c'est toujours pareil, hein, tu sais, les retours clients et voilà, les gens viennent, Oui. ils restent, ils ont envie de rester, ils Mm. commencent à faire des tournois et puis voilà, c'est un peu un effet boule de neige. Donc je l'ai fait dans plusieurs clubs et après j'ai commencé à Marseille d'abord et puis après voilà, je me suis exporté en Île-de-France, ça date maintenant Mm. et voilà, l'expérience de la direction sportive, elle est aussi intéressante parce que finalement, on manage des projets, on manage des hommes et on est obligé de. Moi, j'aime bien avoir un management transversal. Je suis jamais, Mm. je suis pas forcément quelqu'un de directif. Mm. Moi, j'aime bien m'appuyer sur les compétences de chacun. C'est pour ça que ce que j'aimais faire aussi, c'était de faire, tu vois, des entretiens trimestriels, Oui. pas annuels, trimestriels. Mm. Faire le point tous les trimestres pour aussi bien comprendre les motivations de chacun, pour aussi leur déléguer des responsabilités sur des projets en lien avec des compétences ou des appétences qu'ils ont, Mm. pour ensuite avoir un organigramme et une structure de club où chacun avait sa place, trouvait sa place et était un acteur du développement de la structure et un peu comme on pourrait le faire dans une entreprise, tu vois. Mais Oui. moi plutôt dans le monde associatif et sportif, quoi. Ben, c'est intéressant, hein. Je pense que quand on a compris ça du leadership, où on n'est plus dans le leadership directif, parce que ça, vraiment, je pense que c'est un leadership qui peut être, comment dire, important dans certains cas quand c'est une équipe jeune, mais si on est dans le transversal, dans le participatif, où on va vraiment faire mettre en évidence les compétences de chacun et pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, je pense que c'est beaucoup plus intéressant justement que de donner les ordres et puis dire toi t'es là, t'es pas là, tu vas pas regarder les autres projets alors que là toi t'as pris en compte plutôt les envies des uns, leurs appétences, et puis leurs compétences. Je dis pas que c'est facile, hein, parce que parfois il y a des gens qui pensent avoir des compétences dans un domaine, mais ils les ont pas forcément. Donc, Mm, l'objectif, c'est d'écouter et puis de leur proposer éventuellement des formations où ils peuvent acquérir ces compétences-là pour aller dans le domaine qu'ils ont envie où ils ont envie de s'épanouir, tu vois. Donc mm, ouais. bon, après c'est comme partout. Après, je pense que c'est un sujet que j'aime beaucoup, mais c'est le sujet comment dire ça? De l'apprentissage permanent, tout au long de sa carrière, tout au long de sa Mm, vie. Je pense que c'est important de toujours, essayer, de se former, de se trouver une formation, chaque année, tu vois? Pas forcément que pour l'entreprise, mais aussi pour soi, parce que c'est quelque chose de motivant. C'est quelque chose où tu rencontres de nouvelles personnes, où tu t'ouvres l'esprit, et puis finalement tu repars avec des compétences nouvelles qui te permettent peut-être de faire des choses nouvelles aussi, dans ta structure ou peut-être tu tournais en rond, parce mm, que moi j'ai, cette problématique-là, c'est que je tourne vite en rond. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis en place les choses, comme je te disais, la première année, je faisais ça, la deuxième année, on écrivait le projet vraiment, pour, oui. voilà, pour qu'il y ait une trace écrite. Parce que très souvent, on fait les choses dans le vent. Donc, ce que j'aimais bien écrire les projets et puis les écrire pas tout seul, mais les écrire à plusieurs. Parce qu'après derrière, ça fixe comment dire, une ligne directrice où tu peux ensuite voir comment tu progresses chaque année dans ce que tu t'es fixé. Dans le Mm. sport, on fonctionne souvent par Olympiade. Ah oui. Donc moi j'essayais de faire un peu la même chose, c'est-à-dire que je m'étais inspiré un peu de comment ils font à l'INSEP pour les athlètes ou pour les équipes nationales, de se fixer des objectifs à 4 ans à chaque fois, tu sais, comme les Mm. Jeux olympiques. Et puis, entre-temps, de mettre en place ce qu'il y avait à mettre en place pour pouvoir aller vers l'objectif. Donc, voilà, c'était intéressant, quoi. Ben, c'est intéressant parce que dans les entreprises, on voit ça aussi, hein, c'est des plans à 3 ou 5 ans. Donc, tu vois, on n'a pas pris le chiffre 4 pour les Olympiades, mais c'est ça, c'est une entreprise, elle va donner la direction sur les 3, 4 prochaines années. Puis après, chaque année, elle va mettre des objectifs qui vont l'aider justement
atteindre ce plan qu'elle s'est donné, cette direction pour les 3 ou 5 prochaines années. Ça dépend des entreprises. Des fois, c'est des 3 ans, des fois, c'est des 5 ans. Aussi, ça dépend aussi du marché. Tu sais, il y en a qui doivent aller vite, donc c'est tous les 3 ans qu'ils doivent se remettre en question. Il y en a qui n'ont pas besoin de se remettre en question tous les 3 ans, donc ça dure 5 ans plutôt. Si on revient à parlant de notre mental, là, parce que moi, ce que j'ai remarqué dans ton parcours, il est assez, et dans ta manière d'avoir réalisé certaines choses, ton leadership, ensuite ta carrière, et puis comment tu as partagé, dans parlant de ton mental, j'ai l'impression d'avoir cette générosité commune entre mes invités qui sont aussi assez alignés avec leurs valeurs. Et je voulais savoir, toi, dans ton expérience de parlant de votre mental, qu'est-ce que tu peux dire justement de ces rencontres avec tous tes invités? Moi, c'est ce que je retire. C'était vraiment une expérience riche en rencontres et je trouve des personnes à chaque fois qui sont généreuses, partageuses et qui ont trouvé le sens de leur mission et ils sont alignés avec leurs valeurs. Bah, mes invités, de toute façon, souvent, je les choisis, hein, parce que il y a quelque chose qui m'interpelle en eux, ou une histoire de vie, ou quelque chose qu'ils ont entrepris, ou il y a toujours quelque chose dans leur parcours qui me dit, ouais, ça serait chouette de discuter avec eux pour savoir, au-delà de ce qu'on voit, c'est-à-dire que souvent on voit la partie non, immergée, non, au-dessus de l'eau, enfin, de Ouais, l'iceberg. c'est immergé. Ouais, mais on voit pas en fait par où les gens sont passés, c'est-à-dire qu'on voit pas tout le travail qui a été accompli, leur parcours et tout ça. Et je trouvais ça hyper intéressant voilà, d'aller les rencontrer, d'échanger. Et puis l'objectif étant pas de le garder pour moi, mais aussi de le repartager. Oui, donc il y a cette notion de générosité, il y a cette notion de partage, d'entraide. Donc, c'est des valeurs fortes chez moi en tout cas. Euh, et puis voilà, et puis si on peut s'entraider les uns les autres, partager, livrer des expériences qui peuvent être au bénéfice d'autres personnes, je trouve ça chouette parce que on peut peut-être faire gagner du temps aux gens, mais après, je trouve que tous mes invités sont accessibles, donc ça peut donner envie aux gens peut-être de les contacter, d'échanger avec eux. Voilà, je pense que ça nourrit une communauté intéressante qui peut, en tout cas, aider d'autres gens, hein. Puis voilà, on est là pour ça aussi, je pense. On est là aussi pour s'entraider les uns les autres. Je veux dire, je pense que la réussite de quelqu'un peut être inspirante, mais on va dire le chemin de la réussite de quelqu'un peut servir aussi d'autres personnes. Je suis tout à fait d'accord. Et puis moi, en fait, cette observation que j'ai faite, c'était vraiment au bout de 10, 15 invités que j'ai reçus, je me suis dit, mais vraiment, j'ai eu de la chance avec mes invités parce que j'en ai eu un que j'ai dû très vite, avec qui j'ai dû arrêter parce que on n'avait pas les mêmes valeurs, mais c'était le seul. Tous les autres avaient cette même énergie, cette même envie, ce même partage et puis ce même parcours. Je pense qu'à un moment, quand on a un parcours inspirant, justement, comme tu dis, quand on a traversé des épreuves et quand on sait qui on est, et ben là, on devient une belle personne et je pense que c'est ça qu'on a en commun, peut-être avec que tous nos invités ont en commun et toi-même, puisque tu es mon invité aujourd'hui. Donc, tu fais partie du lot, très cher Sébastien. Moi, ma communauté, elle s'adresse à des chefs de projet, des managers, des directeurs. Donc, j'aime beaucoup justement leur faire découvrir des parcours différents, pas seulement ceux de la gestion de projet. J'ai eu, par exemple, du monde de la formation. J'ai eu aussi Hélène Lalou, je mettrai les liens, bien sûr, qui parlant amour, bordel. Donc, c'était vraiment l'amour pour les managers et tout ça. J'ai eu beaucoup. Et là, j'ai le mental aujourd'hui. Et si toi, tu regardes un petit peu les invités que tu as dans ton podcast, est-ce que tu en conseillerais certains justement pour cette communauté? Ah oui, il y en a plein. Je sais, j'ai interviewé 202 personnes aujourd'hui, donc moi j'aime bien réécouter l'interview que j'avais faite avec Catherine Testa par exemple, l'optimisme.com, je sais pas si ça te parle. Mais en tout Oui, cas, je vais l'écouter.
Ouais, voilà, j'aime bien écouter Valérie Marie, qui est aujourd'hui une pianiste, mais qui à la base était directrice marketing, euh, qui a repris son rêve à 40 ans d'être pianiste. Et Il y en là, a, tu vas partir les gens de ma communauté. Il y en a beaucoup justement des chefs de projet qui trouvent d'autres carrières après la gestion de projet. il y en a plein il y en a plein, il y en a à qui je pense à Patrick Daniel aussi, qui a créé sa marque de textile qui s'appelle Earth et qui a travaillé dans des gros groupes à l'international pour des marques de textile aussi, mais du jour au lendemain s'est dit bah est-ce que je continue à travailler pour les autres ou est-ce que je crée ma propre marque et Mm. il a capitalisé sur toute l'expérience qu'il avait pour créer sa propre marque et pendant le Covid en plus. Mais voilà, je te dis, il y a tellement d'invités Mm. surprenants et qui sont passés aussi par plusieurs phases et plusieurs métiers. Il y en a qui se sont reconvertis complètement, il y en a qui sont encore managers. Enfin, il y a vraiment tous les profils. Donc, du coup, j'ai sectorisé dans le podcast. Quand on va sur le site web Podcastix du podcast. D'accord. En fait, j'ai classé en fait pour que les gens, s'ils veulent plus écouter des athlètes, ben, du coup ils retrouvent tous les athlètes. S'ils préfèrent écouter des artistes, ben, ils retrouvent tous les artistes. S'ils veulent écouter des chefs d'entreprise ou des managers, ben, du coup ils ont aussi la Ouais. section avec les managers et les chefs d'entreprise. Et la dernière section, je sais plus ce que j'ai mis. Enfin, j'en ai trois ou quatre. Bah, c'est super. Bah, je mettrai le lien justement et puis je mettrai les liens de ce que tu viens de nous dire là, l'optimisme par exemple. Et puis ce lien, c'est intéressant. Je pense hein, quand on est euh, dans une carrière déjà, on va regarder un petit peu ceux qui sont managers, dirigeants, et puis après on va, je pense, commencer à s'ouvrir à des sportifs, à des artistes. Moi, je suis pas du tout une artiste, mais qu'est-ce que j'aime écouter les artistes parler de leur carrière, de leur art, de leur voilà, donc c'est très intéressant. Donc 4 ans presque 4 ans, allez, 3 ans de podcast. Est-ce que tu as une anecdote ou quelques anecdotes qui t'ont vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui là qui... L'anecdote, c'est que il y a aussi des aléas en fait. Au départ, en fait, enfin, voilà, tu crées ton média, mais t'es pas forcément un expert des médias. Moi, j'avais eu une expérience journalistique pendant plusieurs années parce que j'étais actionnaire minoritaire dans un journal qui s'appelait Tennis Région, qui était un concurrent entre guillemets de Tennis Magazine. Mhm. J'ai aimé travailler pour Tennis Magazine. C'est un magazine où j'étais abonné, que je lisais régulièrement, et puis j'ai eu l'opportunité, en tout cas, d'œuvrer pour Tennis Région. C'était sympa de pouvoir couvrir des événements, rencontrer des gens, interviewer des gens. Et je faisais ça. En fait, c'était une entreprise qui se crée, donc je le faisais vraiment de manière un peu philanthropique, mais c'était une belle expérience. Et du coup, c'est là où je pense que j'ai mis mes premiers pas là-dedans. Et puis j'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer Jean-Jacques Goldman Ah, bravo. et de pouvoir échanger en fait avec lui. En fait, il participait à un tournoi où j'étais l'organisateur. Et c'était un tournoi en fait qui durait longtemps, en fait, sur une période de 2-3 mois. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le rencontrer régulièrement en fait et d'échanger avec lui sur sa carrière. Du coup, j'avais pas ni de micro ni de j'avais rien pour finalement en fait cette conversation. Souvent, je me dis c'est peut-être une des premières interviews qui aurait pu être une des dans le podcast par exemple, parce qu'il Ouais. est revenu un petit peu sur sa carrière, sur ses études. Parce que du coup, il a fait des études de commerce. Hein, il a fait une grande école parisienne, il me semble. Et il a grandi à Bourg-la-Reine, un club où j'étais directeur sportif. Et en fait, quand il a commencé à percer dans la musique, il avait un job étudiant. En fait, il travaillait dans un magasin de sport. Et puis voilà, du coup, il m'a un petit peu expliqué un peu son parcours et c'était hyper intéressant. Puis après, voilà, après il y a eu il m'a expliqué aussi toutes les critiques qu'il avait eues au début, quoi. Il n'était pas forcément aimé comme on l'aime aujourd'hui, hein, Jean-Jacques Goldman. Il subissait beaucoup de critiques de la part
du magazine People, au fait, c'était, enfin, Mmh. Bah, et oui. pour autant, aujourd'hui, quand on regarde en arrière, c'est un des plus grands compositeurs français, chanteurs, aimé par plein de gens, quoi, je veux dire. Donc, c'était hyper inspirant. Et puis après, une anecdote un peu moins glorieuse, c'est sur une interview à distance que j'avais commencé avec Es- Esther Abrami, je sais pas si tu connais. Mmh. C'est une violoniste française, une jeune violoniste française qui est plutôt, ouais, qui est assez connue dans le monde de Ouais. la musique et qui est assez active sur les réseaux sociaux pour faire justement aimer la musique aux plus jeunes. Du coup, l'interview, elle a foiré en plein milieu. En fait, la connexion internet s'est coupée et au final, j'ai eu que le portrait chinois et puis j'ai jamais pu À terminer. avoir comment dire, de rendez-vous pour finir cette interview puisque elle est très prise, Mmh. elle fait beaucoup de choses. Voilà, et je crois que là, elle vient de sortir son deuxième album, Mmh mh. voilà, chez Sony Music, je crois, il me semble. Et voilà, donc en fait, c'est presque un regret, tu vois, parce que j'aurais bien aimé l'interviewer sur son parcours de musicienne, de A à Z, quoi. Tu vois, bah, je ressens la même chose que toi, c'est que quand on a quelqu'un, quand on a mis ce projet, quand on a décidé, bah, par exemple, moi, de faire l'interview avec toi ou d'une autre personne, on a vraiment envie d'aller au bout de ce projet-là, au bout et de faire partager justement ce que nous, on a vu dans cet invité qui pourrait être partagé aux auditeurs. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai pas encore eu ce genre de mésaventures, mais là, par exemple, c'est demain, j'ai annulé une interview parce que je peux pas faire et je me dis, j'ai vraiment envie de faire cette interview avec cette personne très rapidement pour pouvoir la publier au moment où je voudrais parce que je pense qu'elle va apporter à la communauté. Donc, j'espère que je vais aller au bout de cette interview-là, Sébastien. Ils me disent que voilà, c'est souvent ça, si elle devait pas se faire, c'est qu'elle devait pas se faire et Mm, puis tout vient à point, à qui sait attendre et puis à un moment donné, il faut accepter tout simplement et puis mm, qu'un jour elle se fera, quand je m'y attendrai pas mm. et puis voilà, puis des invités, il y en a voilà, j'en ai eu plein et puis voilà, comme je dis, il faut accepter et puis il faut aller de l'avant. On se nourrit pas de regrets. Non, ben, ça, c'est encore une phrase de mental. C'est bien. C'est avoir un fort mental pour ça, parce que des fois, on a l'impression que tout se dérobe si ça se fait pas exactement comme on voulait le faire. Donc, c'est pas mal cette petite phrase qui conclut cette anecdote et qui me permet de passer à la suite au mental qui est capital à notre développement. Donc, bah, tu parles de mental pour atteindre ses objectifs dans le sport ou la vie professionnelle. Quels sont, selon toi, les principaux bienfaits d'une préparation mentale? Les principaux bienfaits d'une préparation mentale, c'est déjà le bien-être, en fait, tout simplement. Tu vois, Mm, se connaître, savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, avoir sa propre boîte à outils de ce qui nous correspond. Je pense que c'est la base, en fait, tu vois. ouais. Avant de parler d'objectifs, avant de parler de performance, si on n'est pas bien dans ses baskets, on peut pas être performant de toute manière. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir ce travail sur soi qui va te permettre un peu d'aller en profondeur dans qui tu es en fait. Qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait du bien, quelle direction tu veux prendre dans ta vie, perso, pro. Mm, Voilà, donc il y a plein de voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Voilà, ces valeurs, tu vois, les valeurs c'est important parce que ça permet aussi de créer autour de soi un environnement avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, donc ça c'est important aussi. Et puis d'éliminer aussi les gens parasites qui sont pas dans ce qu'on attend, tu vois, de la vie ou des valeurs. Donc voilà, l'entourage, je le répète souvent, c'est hyper important. Et, euh, et puis après, voilà, après on peut mettre en place plein de choses, hein. Et comme je dis, chaque individu est unique, a des besoins uniques et différents des autres. Donc pour moi déjà, la philosophie de la préparation mentale, elle est là. C'est-à-dire qu'on peut pas vendre
méthodes toutes faites, toutes prêtes, Mmh. qui fonctionnaient pour tout le monde, ça n'existe pas. C'est bullshit, quoi. Et malheureusement, on en voit beaucoup. Mais voilà. Et après, quand tu as fait ce travail, bah, tu peux travailler sur tes objectifs. Ensuite, une fois que tu as travaillé sur tes objectifs, que tu les as définis, bah, tu peux travailler sur les moyens pour les atteindre, le temps que ça va prendre pour les atteindre, les visualiser aussi. On peut voilà, se Mmh. visualiser en train de réaliser ce qu'on a envie d'accomplir pour se le créer dans sa tête aussi. C'est important de. Tu sais, souvent on dit ils l'ont rêvé, ils l'ont fait, quoi. Mais Oui. en fait, c'est un peu de la visualisation finalement. C'est-à-dire que tu te visualises en train d'accomplir quelque chose. Et ensuite, bah, tu vas à partir de là, c'est un peu comme si tu faisais le film à l'envers, c'est-à-dire que tu vas partir de la fin pour te poser les bonnes questions et mettre en place les étapes pour repartir jusqu'au début et placer tous les moyens que tu vas mettre en place pour y parvenir, toutes les ressources humaines dont tu auras besoin pour y parvenir, toutes les compétences qu'il va y avoir, dont tu vas avoir besoin autour de toi pour réussir à aller vers la réussite de ce projet-là. Voilà, je pense que c'est valable en tout cas aussi bien pour une entreprise que pour un athlète, que pour soi. Mmh. Mais voilà, en tout cas, c'est important de travailler. Parce que le mental, souvent, je demande la définition du mental à mes invités. Oui. Il n'y en a aucun qui a la même définition, tu vois. Donc, Mmh. ce qui montre bien que chacun part de sa cartographie du monde, part Mmh. de sa propre expérience qu'il s'est constituée de par l'éducation qu'il a eue dans sa jeunesse avec ses parents, ses expériences à l'école, et ensuite ses expériences dans la vie. C'est ça qui va constituer un peu ton ADN finalement. Et comme on sait, chaque individu a un ADN unique. Et pour le mental, c'est pareil. Bah, je suis tout à fait d'accord et c'est bien en fait, tu as vraiment comparé la préparation mentale à un projet justement avec un rétro-planning et c'est vrai que nous, ben moi dans ma carrière, ben c'est ce que je faisais au début, c'était à un moment je faisais les œillères, je travaillais sans savoir qui j'étais, quels étaient mes leviers, quels étaient, justement ce qui fonctionnait, mon bien-être et tout ça, donc j'ai avancé tout droit et puis je pense qu'on est beaucoup comme ça. Puis à un moment, il faut lever le nez de la feuille et puis se dire mais pourquoi j'avance dans ce sens, à quel objectif et puis donner du sens à ce qu'on fait et puis à un moment se dire mais moi personnellement quel est mon rêve, et le visualiser. Ça c'est vraiment une technique que j'ai appris que très tard et je trouve ça très intéressant en fait de se poser cette question à n'importe quel moment de sa vie hein, que l'on soit étudiant, moi je le dis même à mes filles, hein, mes enfants qui ont 10 ans, hein, je trouve qu'on n'a pas appris ça plus tôt. Peut-être que dans le sport, peut-être que vous êtes plus évolué là-dessus que par rapport à nous, hein, pour gagner vos matchs. Vous voyez déjà champion du monde ou des choses comme ça, mais nous, on le voit pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est important pour une personne qui travaille dans une entreprise, un chef de projet ou bien bah, n'importe qui, un entrepreneur, de visualiser et puis de se faire son rétro-planning justement pour se dire comment je vais atteindre cet objectif-là. Typiquement, que ce soit dans ton projet ou ben moi j'aimerais bien dans 5 ans devenir directeur dans cette entreprise et ben comment je vais faire pour arriver à être directeur dans cette entreprise dans le coaching moi que je fais avec les PMO c'est ce que je commence à implémenter et je trouve que ça fonctionne très bien pour mes coachés, justement. Mais je n'en avais pas conscience pendant ma carrière de chef de projet, par exemple. Mm. Ok. Mais après, la prépa mentale, ça existe partout, hein. Même dans l'armée, là, je pensais, comme on parlait de visualisation, je pensais à une technique qu'on appelle la visualisation mentale de la réussite et qui est une technique qu'on peut retrouver dans les techniques d'optimisation du potentiel qui sont utilisées au départ par le secteur des armées. Mm. Et il y a plein d'outils qui sont hyper intéressants qu'on peut ensuite transférer dans le monde du sport, le monde de l'entreprise. Mm. Voilà, il y a plein de choses qui sont transférables. Donc, je pense que c'est à soi aussi de se cultiver aussi pour tester Mm. des choses, hein. C'est un peu comme en marketing, hein, c'est test and learn, hein. Et chaque jour, bah, tu vas apprendre quelque chose de nouveau qui va faire que
tu vas être une personne qui progresse Ouais. chaque et qui est différent. Et du coup, bah, tu upgrades ton logiciel à chaque journée qui passe, quoi. Mm. Bah, pas mal. Moi, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je vais aller précommander ton livre et je conseille même à nos auditeurs, bah, déjà, puisque je pense qu'aujourd'hui, on aborde un sujet qui est pas très commun dans le monde de la gestion de projet, de commencer à se cultiver, peut-être en lisant déjà ton livre où bah, tu disais que je pense que c'est sur les 2 premières saisons, tu as énormément d'invités qui ont chacun leur vision de comment ils se sont préparés mentalement et déjà ça peut Oui, donner une vue holistique. oui, j'ai une centaine d'invités sur les 2 premières saisons, une centaine d'invités sur les 2 saisons qui suivent ensuite. Et, et puis voilà, après j'ai jamais vraiment livré mon point de vue, je laisse beaucoup la parole à mes invités, j'essaie de vraiment de leur laisser toute la place, parce que c'est ce qui m'intéresse, hein, je veux dire, moi Mm, je ramène pas ma science ou tu vois, je veux dire, je suis vraiment dans l'écoute active et puis dans le fait de les questionner pour avoir eux leur vision. mm, Mais j'aimerais bien, enfin, voilà, je capitaliserai à un moment donné aussi sur les différentes thématiques qui sont abordées dans le podcast pour, pour aller sur un autre livre, tu vois. Là, on est vraiment sur un premier ouais, livre avec bah, la richesse des interviews et des conseils très pratiques et qui sont facilement excellent. accessibles et pour pouvoir les mettre en place pour soi. Donc en fait, c'est comme je disais, c'est test and learn, hein, c'est-à-dire qu'on va lire des choses et puis on va se dire bah tiens, peut-être que ça serait bien pour moi, je vais essayer. Et puis il y a d'autres choses, on va pas les essayer. En fait, du coup, bah voilà, test and learn quoi. C'est la meilleure manière de fonctionner de toute manière, hein. Exactement. Et pour se cultiver, je pense que c'est une bonne entrée en la matière. Et justement, test and learn, tu sais que dans un projet, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des parties prenantes qu'il faut satisfaire, il y en a d'autres qui te mettent la pression. Est-ce que tu aurais quelques tips justement pour aider un chef de projet à, par exemple, prendre une décision quand un obstacle arrive ou voilà, parmi les exemples des invités ou bien ce que toi tu as vécu dans ton passé de préparateur et puis de directeur sportif. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le projet, de toute manière, il n'y a pas de projet qui soit complètement fluide. Je veux dire, il y aura toujours à un moment donné des obstacles, Mm, des choses qui vont être difficiles ou des choses qui le seront moins. Voilà. Bon, après, chaque projet est unique. Et puis les personnes qui vont entourer ce projet, bon, bah, ils sont différents les uns des autres. Mais mm, ce qu'on peut retenir, c'est que dans chaque projet, je pense qu'il faut établir la liste des choses qui dépendent de nous, c'est-à-dire les éléments qui sont de notre maîtrise et de nos compétences, parce que ça, on sait qu'on peut bien les mettre en œuvre. Et ensuite, il y a les aléas, c'est-à-dire les choses auxquelles peut-être on n'a pas pensé, mais qui sont pas de notre maîtrise, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on n'a pas forcément la main. Donc c'est toujours intéressant de travailler cette question-là aussi en amont du projet, se dire bon ben voilà, on va mettre ce projet-là. Quelles sont les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans ce projet, qu'on va peut-être avoir en chemin. Donc c'est vrai que bah voilà, s'il y a plusieurs ressources humaines autour de la table qui ont déjà, en tout cas, mis en œuvre des projets, ils vont peut-être, du coup, évoquer certaines problématiques qu'ils ont déjà rencontrées, par le passé, et qui seront intéressantes. Parce que du coup, soit ils vont apporter des solutions et du coup de la compétence et on pourra ranger dans la colonne, compétences et donc, s'il y a cette difficulté-là, bah, on pourra la maîtriser. Et ensuite, bah, il y a toutes les choses sur lesquelles on n'aura pas la main forcément et soit il faudra faire appel à quelqu'un qui a la compétence pour gérer cette problématique et le reste de l'équipe se concentrer sur les compétences, qu'elles ont pour aller, vers le projet. Mais pas forcément, tu vois, être dans les pensées parasites, se dire: «Ah bah, on a cette difficulté-là», du coup, souvent, en fait, quand tu es là-dedans, tu en oublies, les missions pour lesquelles tu es compétent, ce que tu dois faire pour réussir. Donc je dirais que voilà, 2 colonnes. Ce Quelles sont mes compétences et quelles sont les choses que je maîtrise dans ce projet? 2e colonne, quels sont les éléments, bah, que je ne maîtrise pas qui pourraient arriver?
et auquel cas, sur lequel j'ai pas forcément de prise et sur lequel je dois pas apporter non plus une grande attention parce que Mmh. pas forcément là où je suis bon et où je peux faire avancer le projet, mais peut-être que je trouverai des ressources humaines pour à un moment sur le chemin en tout cas, s'il m'arrive ce genre de choses. Mais c'est pas mal en tout cas, ça c'est le mental, hein, toujours pareil. Et puis moi, c'est termes de gestion de projet, si je viens là, c'est une analyse de risque en amont, voir les risques, souvent c'est ça provient de quelque chose qu'on ne maîtrise pas et puis voir comment on peut gérer ce risque. Et si dès le début du projet, on l'a juste identifié, ça fait que ce sera passé plus sereinement et puis on saura comment y répondre. Comme tu dis, si on n'a pas besoin d'arriver sur le coup et de stresser, mais comment je fais si on a déjà identifié ou analysé cet aléa-là? Nous, en gestion de projet, on appelle ça la gestion des risques et c'est très important. Et souvent, les risques viennent des parties prenantes et c'est quelque chose qu'on n'a pas entre les mains. Donc, c'est bien d'y apporter moins d'importance que ça ne devrait. Et puis, pour cela, se préparer en amont à l'éventualité qu'elle arrive, cet aléa arrive, et puis se dire, bon, si ça arrive, il y aura cette conséquence-là, et soit je vais l'accepter, soit je vais faire autre chose pour que ça fonctionne quand même. Si quand on anticipe, en fait, ça permet de se préparer déjà Mm. mentalement Ouais. à l'éventualité que ça arrive et du coup à se préparer aussi à avoir des solutions à proposer dans le cas où ça arriverait. Ça permettra forcément de diminuer le stress, les pensées parasites sur un point de blocage et après voilà, après si on a vraiment besoin de comment dire? De se relaxer, il existe plein de techniques de respiration, on parle beaucoup de cohérence cardiaque et il y a plein d'outils et d'applications sur les téléphones maintenant pour, Mm. voilà, c'est une petite boule qui monte et qui descend, avec un temps bien défini, qui permet, voilà, de respirer pleinement, voilà. Après, je vous invite aussi à découvrir la méthodologie de Sarah Saidi aussi, qui peut être chouette aussi dans le monde de l'entreprise, qui est basée sur des techniques de respiration, sur pas mal de choses qu'elle a mis en place et qui sont chouettes, qui intervient sur Paris, en région parisienne donc voilà, toujours chouette de pouvoir aussi voir ce qu'elle propose. Mais voilà, après il existe plein de choses. Mais une des bases premières, c'est déjà de savoir respirer. Parce que souvent quand tu respires, bon après les gens qui nous écoutent pourront tester, mais si on s'assoit sur une chaise ou si on reste debout et qu'on ferme les yeux et qu'on vraiment prend attention à sa respiration, c'est-à-dire l'air qui rentre et l'air qui souffle. Si on fait par exemple le fait d'inspirer par le nez, souffler par la bouche, voilà, tu vois, Mm. de manière à son rythme, en fermant les yeux, on va se vite rendre compte que on va se concentrer sur sa respiration, tu vois. On va sentir l'air qui rentre, on va sentir l'air qui sort, et souvent, ça a un effet magique sur le fait que ça calme les pensées parasites. Donc ça, en fait, on revient à soi et au corps, et pas forcément à la tête. Donc ça peut permettre de faire le vide. Donc ça permet de se relaxer et puis du coup peut-être d'être plus lucide après pour prendre une bonne décision. Ah, c'est super ce que tu dis. Il y a 2 ans, j'aurais pensé que tu me parlais en chinois, Sébastien. Ouais, Et je pense peut-être que toi, dans les gens que tu as accompagnés, tu as dû voir ça, mais moi, je sais que j'ai réalisé très tard cette importance de la respiration. Donc, je conseille vraiment à mes auditeurs d'écouter ce que Sébastien vient de dire, justement, se recentrer sur soi, respirer, se concentrer sur sa respiration. Ça permet justement de souffler, d'être moins dans la situation de stress ou de se sentir opprimé et peut-être de prendre de meilleures décisions, d'être plus calme. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je mettrai les liens pour la méthodologie de Sarah Saidi. Mais aujourd'hui, comme tu dis, la préparation mentale, c'est quelque chose qui était presque tabou dans le sport. Elle commence à évoluer, mais elle est encore beaucoup
taboue, peu présente dans le monde de l'entreprise. Et pourtant, comme tu dis, c'était dans l'armée, c'est dans le sport, c'est dans beaucoup de domaines. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appliquerait pas à notre vie professionnelle, tout simplement? Donc, Après, c'est... le stress, il existe depuis la nuit des temps. Hein. Je veux dire, Mm, quand je sais pas, les hommes de Cro-Magnon, ils partaient en Chine, et qu'ils se retrouvaient avec un dinosaure derrière eux, peut-être qu'ils n'avaient pas envie de se faire bouffer, tu vois. Donc, mais le stress, il peut être positif aussi. Donc en fait, il faut pas aussi voir le stress comme tout négatif. Le stress aussi, il peut montrer qu'il y a de l'enjeu, mais ça peut aussi montrer aussi qu'on est excité par un événement mm, qui arrive, tu vois. Donc que ça soit dans un cas ou dans l'autre, ce qui est important, c'est d'avoir toute sa lucidité pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Alors, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entreprise, l'idée c'est d'avoir le comportement le plus adapté, la tête la plus lucide possible pour pouvoir à chaque fois faire les bons choix. mm. Très, très important. Oui, oui. Mais tu parles à quelqu'un là que, par exemple, moi, je me mets dans les auditeurs, hein, j'aime bien réagir. Et puis, j'essaye même de faire fi de mon expérience des 2 dernières années où j'ai beaucoup fait de recentrage sur soi et tout ça. C'est que souvent, on est emporté, tu sais, dans le métro boulot dodo. Je sais même pas si c'est Jean-Jacques Goldman qui a chanté ça. Je plaisante. Et, euh, et en fait, juste comme tu dis, prendre le temps de respirer, c'est pas quelque chose, on le fait pas. Et puis on avance, on avance, on avance. On prend le métro, on doit être à l'heure à la réunion. Pendant la réunion, on a des tâches, on a des choses à faire. Des fois, ça rentre pas dans notre planning, mais il faut les faire rentrer dans notre planning. On revient à la maison. Ceux qui sont parents, ils ont des responsabilités. Ceux qui ne sont pas parents, ils ont peut-être d'autres occupations qui les occupent aussi, pareil. Et puis ça repart tous les jours sans prendre le temps de souffler, de se recentrer. Puis ça revient aussi à un concept que tu avais parlé au début. Toute bonne préparation mentale commence par la connaissance de soi. Et ça fait, dans le monde de l'entreprise, des burn-out parce qu'il y a des connexions de soi, il y a des personnes qui vont engendrer plus pour la performance et tout ça. Et puis à un moment, ça va casser, ça va s'arrêter. Et puis c'est là où ils vont se rendre compte de l'importance justement du mental, de la psychologie, de se recentrer sur soi, d'être aligné avec ses valeurs, de connaître ses valeurs. Et ça, pourquoi nous, au niveau de l'entreprise, de ce que je vois, il y en a qui ont dépassé, qui sont déjà reconnectés à eux, qui ont leurs valeurs, mais souvent, on commence à se reconnecter à soi, à comprendre ses émotions, à respirer juste que quand il arrive la catastrophe, hein, le burn-out, la dépression et tout ça. Donc, évite. Moi, je conseillerais aujourd'hui, si c'était quelqu'un de plus jeune, ben, commencez déjà à réfléchir à toutes ces approches qui sont à des années-lumière de notre univers, nous, de chefs de projet, de PMO, pour éviter justement la catastrophe du burn-out, par exemple, ou d'autres accidents de vie qui peuvent arriver par rapport à ça. Et, Oui, l'épuisement professionnel, en fait, ça peut arriver dans n'importe quelle profession, en fait. mm, Euh, Soit parce qu'on tire trop sur la corde, soit parce que finalement, le temps passé au travail empiète tellement sur le reste que du coup, on prend plus de temps à soi. mm, Ce qui est important, c'est aussi de trouver un équilibre professionnel et personnel qui permet aussi de recharger ses batteries, de se faire du bien à soi. Parce que du coup, si on est bien euh, personnellement, souvent on va travailler et on est bien aussi. Voilà, donc mm, je pense c'est un peu comme les vases communicants, quoi. Je veux dire, mm, c'est important voilà, de prendre soin de soi, de mettre du sens dans ce qu'on fait aussi. Voilà, le sens qu'on met au travail. Alors c'est vrai que souvent, du coup, comment dire, le travail est générateur de revenus, donc forcément, quand aujourd'hui on a des charges, des responsabilités, des enfants, enfin voilà, je veux dire, donc forcément, des fois on peut pas, si ça ne convient pas, partir du jour au lendemain. ouais. On est obligé de s'adapter, mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi, du coup, se poser les bonnes questions ou peut-être chercher quelque chose qui nous conviendrait mieux. Euh,
voilà, pour partir dans des bonnes conditions et comme tu disais si justement, se reconnecter à soi, oui, mais se reconnecter surtout aux valeurs qui sont les nôtres Mmh, et aux aspirations professionnelles qui sont les nôtres. mmh. Exactement et puis ça me fait rebondir sur tout à l'heure quand tu parlais de ton poste de directeur sportif. C'est aussi un des rôles, c'est aussi de vérifier que tu as mis en place le bel environnement de travail pour que les personnes ne se sentent pas épuisées. Voilà. Si tu as un chef qui toute la journée te demande de rendre des comptes et puis ne prend pas en compte ton épuisement, ça peut aussi... Bah, c'est difficile dans le tennis, hein, puis après j'ai travaillé dans plusieurs régions. C'est que, tu vois, tu as des régions, par exemple, où il y a pas de cours couverts, donc tu es obligé de travailler, dans le froid, dans le vent, dans des conditions, physiques difficiles, tu vois? Donc, il faut être préparé physiquement pour pouvoir le faire. En région parisienne, il y a quand même beaucoup de cours couverts. Bon, ils sont pas forcément chauffés, donc des fois tu vas travailler l'hiver, c'est des frigos, hein, tu as l'impression d'être dans un congélateur tellement il fait froid. Bon, bah, pour autant, bah, tu donnes tes cours et puis, la difficulté, c'est de travailler aussi sur des moments où les autres ne travaillent pas. C'est-à-dire que tu travailles aussi en décalage horaire, sur des horaires, complètement atypiques. C'est-à-dire que tu vas peut-être travailler 7 jours sur 7 une semaine, tu vas peut-être, tu vas travailler jusqu'à minuit, tu vois? Donc, il y a aussi, chaque métier a sa part de bénéfices, mais ça part aussi de contraintes qui sont aussi à prendre en considération à un moment donné où, bah, tu vois, moi, à l'âge que j'ai maintenant, si je me pose la question, est-ce que je serais capable de encore donner des cours jusqu'à 23 heures, rentrer chez toi à minuit, Oui. voilà. Après, tu as des enfants, donc du coup, tu fais comment pendant le laps de temps, tu vois? Donc si t'es parent solo, comment tu fais pour gérer tes enfants si tu travailles le soir, tu vois? Donc, c'est, des fois, tu as des choix à faire sur, ton environnement, sur ce que tu veux, et comment tu peux adapter les choses, quoi. Faut se poser les bonnes questions, en fait, surtout de qu'est-ce qu'on veut soi, en fait, pour soi. Mmh. Bah, très, très important, très intéressant. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Je crois qu'on a abordé pas mal de sujets, ta carrière, le podcast, ton livre qui arrive en début d'année 2025 et son approche holistique avec tous tes invités qui ont chacun donné leur vision du mental et de comment aller au-devant des obstacles. Tu nous as donné aussi quelques tips. Si on devenait retenir qu'une chose de l'interview avec laquelle tu aimerais que les auditeurs repartent, qu'est-ce que ce serait? Ouh là! Eh. Quelle chose? Bah, ça serait, d'oser être soi, finalement, Mm. et de mettre en place les choses qui sont bonnes pour soi. Super, c'est bref mais intense et important. Je pense qu'il y a des auditeurs qui voudront peut-être venir à ta rencontre ou suivre tes actualités. Est-ce que tu pourrais me donner quelques-unes de tes actualités ou par quel média tu es le plus joignable si des auditeurs... Au niveau des médias, je suis sur LinkedIn où j'écris régulièrement, et je poste régulièrement sur Instagram. Après, j'ai les autres réseaux, mais mais j'y suis pas plus que ça. Mm. Parce que c'est compliqué de développer plein de réseaux à la fois. Mm. Mais voilà, sur ces deux réseaux-là, je suis là. Et puis en général, je suis accessible en tout cas pour échanger, enfin voilà, j'aime bien échanger, donc forcément, les gens qui voudront venir à ma rencontre pour échanger, ça sera avec plaisir. Et puis voilà, et puis je te donnerai un lien si tu veux. Oui, oui, oui. Non, je vais mettre tous les liens Instagram, LinkedIn, plus le lien du livre, de quelques épisodes, et puis ou bien de la page du site où tu as bien classé tous les invités pour qu'ils se repèrent plus facilement pour ceux qui se découvrent aujourd'hui.
Je te remercie d'avoir fait le jeu de l'interview Projetez-vous. C'était vraiment intéressant et je pense que on va tous repartir avec pas mal de savoir grâce à toi. En tout cas, je suis heureux d'avoir pu, en tout cas, faire profiter à tes auditeurs en tout cas, de mon parcours, de mes expériences, et puis ouais, puis j'espère que ça leur plaira et que voilà. Après, un dernier mot peut-être sur le livre, hein. Je vous rappelle qu'il est, c'est un livre en fait que je veux aussi pour aider l'association Les Petits Doudous. Mm. Voilà, donc en même temps que vous vous enrichirez d'un point de vue culturel, bah, vous pourrez aussi aider une association en achetant le livre, puisque je reverse l'intégralité, en tout cas de mes droits d'auteur à cette association pour ce premier livre que je sors. Ben super, je mettrai peut-être même un lien de l'association pour que les auditeurs en connaissent plus sur cette association aussi. Voilà, ben merci pour tout, Sébastien. Bah, merci à toi et bah, écoute, à très bientôt. À très bientôt. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Vous repartirez avec des nouvelles perspectives et l'importance de la préparation mentale. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le travail de Sébastien, je vais mettre tous les liens, ceux du podcast, et puis procurez-vous le livre Cultivez votre mental pour aider les autres qui est en précommande. Vous y trouverez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Merci à tous pour votre écoute et souvenez-vous, chaque projet est une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. À très bientôt pour un nouvel épisode de Projetez-vous. Merci d'avoir écouté Projetez-vous. Sachez que cet épisode est aussi disponible en visuel à partir de mercredi sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder l'épisode en entier. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette saison, j'ai rajouté aussi des hors-séries spéciaux néo-leaders en co-animation avec Fawzi Malak, mon partenaire, qui vont paraître tous les jeudis. Profitez bien, n'hésitez pas à me contacter et mettez en place les plans d'action qui vous sont conseillés par tous mes invités et moi-même. Je vous souhaite une bonne semaine.